Dans cet épisode, on continue notre série vins et expressions, avec cette fois une expression peut-être un peu plus niche que la précédente évidemment, être dans les grands crus. On l'utilise pour dire qu'on est au sommet, dans un cercle restreint, qu'on a en quelque sorte atteint l'élite. Mais d'où vient vraiment cette expression ? Pourquoi parle-t-on de cru et pas d'autre chose ? Alors pour commencer Marido, cru, ça veut dire quoi ? Alors, cru vient du verbe croître, ça veut dire pousser, grandir. Et dès le Moyen-Âge, c'est un terme qu'on utilise pour parler du lieu où la vigne pousse. Par exemple, on disait le cru de Beaune ou le cru de Saint-Émilion. Alors, au départ, c'était purement géographique, mais assez vite, certains crus se sont distingués pour la qualité de leur vin. Donc en fait, on est passé du lieu où a grandi la vigne au vin produit sur ce lieu. Oui, c'est ça, exactement. Et à partir du XVIIe siècle, avec la montée en puissance du commerce du vin, le mot cru est devenu plus un repère de qualité. Les négociants, les consommateurs étrangers, surtout en Angleterre et en Hollande, c'était eux les marchands, on les appelait les marchands, commencent à distinguer les crus réputés des autres. Et du coup, le terme grand cru, il apparaît comment et quand ? Alors, ça c'est un mot qui s'impose surtout au XIXe siècle, quand on commence à vouloir classer et hiérarchiser les vins. C'est encore une histoire de marchands, il fallait bien qu'ils vendent les vins à un prix plus qu'à un autre, il fallait trouver une sorte de hiérarchisation des crus pour justifier des prix, c'est ça. Et donc c'est le cas avec le célèbre classement de 1855 à Bordeaux, demandé par Napoléon III au moment de l'exposition universelle de 1855. Alors on parle à ce moment-là des grands crus classés. Et puis en parallèle, en Bourgogne, les moines, c'était eux qui étaient les propriétaires des vignes, ils avaient déjà identifié depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge, les moines cisterciens, des parcelles exceptionnelles. Alors, c'est seulement au XXe siècle que la notion de grand cru est gravée dans le marbre avec les AOC, qui commencent vers 1929 et qui ont été validés à partir de 1935. Mais dans le langage courant, quand on dit qu'on est dans les grands crus, en fait, ça veut dire quoi ? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est un peu détourné. Ça veut dire qu'on est arrivé dans le cercle des meilleurs, un peu dans l'élite, comme tu disais en intro. L'expression renvoie directement à cette idée de hiérarchie. Il y a beaucoup de vins, mais seuls quelques-uns portent ce titre prestigieux. C'est intéressant, parce qu'on aurait pu utiliser d'autres mots liés au vin finalement. On aurait pu dire, je sais pas, cépage, terroir, millésime, mais c'est cru qui a gagné. Peut-être parce que le cru, il est associé à la terre, à quelque chose en fait de très concret par rapport à d'autres. Oui, et puis aussi parce que le cru, ça évoque, on peut dire peut-être la singularité d'un lieu précis, sa réputation. Quand on dit grand cru, on pense immédiatement au sommet, à la rareté. Puis on sait que les crus, ils sont classés différemment selon les régions, non ? C'est ça ? Oui, alors, et quand tu dis différemment, c'est vraiment différent. Parce qu'en Bourgogne, par exemple, les grands crus, ce sont des parcelles de vignes très précises. Qui sont identifiées comme les meilleures. Exposition. Et il n'y en a que 33 pour moins de 2% de la production totale. Alors, on retrouve des noms mythiques, la Romanée-Conti, le Montrachet, le Clos Vougeot. Voilà, ça, ce sont des parcelles de vignes qui ont parfois plusieurs producteurs, plusieurs propriétaires qui travaillent au sein d'une même parcelle. Donc, c'est ça aussi un peu la complexité. À Bordeaux, par exemple, c'est un peu différent. Parce que les grands crus classés, dont on parlait tout à l'heure, en 1855 par exemple, ce sont des châteaux qui sont hiérarchisés dans ce fameux classement. Donc là, ce n'est pas la terre qui est classée, ce n'est pas les parcelles de vignes, c'est la réputation d'une marque, quelque part, d'un château, de l'histoire du domaine. Ça dépend plus du domaine. C'est plus un classement commercial, si tu veux, qu'un classement de terroir. Et dans le Bordelais, on retrouve aussi un classement dans les Graves et à Saint-Émilion. Pas tout à fait sur le même schéma, mais il y a aussi ça là-bas. En Alsace, il y a 51 grands crus. Et là, comme en Bourgogne, ce sont des parcelles
qui sont classés. Chacun de ces crus correspond à un terroir très spécifique sur lesquels on ne doit utiliser que certains cépages. Tu vois, les cépages les plus nobles, je mets des guillemets, parce qu'il y a des petites exceptions, mais voilà. Et puis en Champagne aussi, il y a des grands crus. Et en Champagne, ce sont certains villages qui sont classés entièrement comme étant grands crus. Bouzy ou Cramant ou le Ménil-sur-Roger. Toutes les vignes de cette commune sont classées en grands crus. C'est quelque chose qu'on retrouve sur la bouteille. Voilà. Et puis ailleurs, on retrouve la notion de cru sans forcément de déclinaison grands crus. Les crus du Beaujolais, par exemple, on dit, les 10 crus du Beaujolais. Donc le cru, c'est devenu un outil de reconnaissance qui est adapté en fait à chaque région. Oui, c'est ça. C'est l'histoire qui a façonné ça de manière un petit peu différente, mais on parle quand même toujours potentiellement de grands vins si les producteurs font bien leur travail. Excuse-moi, je reprends. Oui, et puis de toute façon, c'est ça qui nourrit cette fameuse expression « être dans les grands crus ». Peu importe la définition exacte, finalement, grand cru, ça veut dire qu'on est au sommet de l'échelle, dans l'élite. Mais pourquoi cette expression, elle a dépassé le vin aujourd'hui pour entrer dans le langage courant ? Le vin, c'est une vraie référence culturelle. Donc, ces mots deviennent souvent des métaphores. Il y a plein d'exemples comme ça. Parce que, par exemple, on dit mettre de l'eau dans son vin, faire bonne bouteille, être dans les grands crus. Tous ces mots disent autre chose que le vin. Mais finalement, ils gardent cette aura. Ici, l'idée de grand cru, comme atteindre le sommet, s'applique tout à fait à d'autres domaines. Ça peut être une carrière professionnelle, un sportif, une œuvre artistique. C'est un peu plus élégant, en fait, et plus raffiné peut-être que simplement dire on est au top, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis ça dit aussi quelque chose pour exprimer l'excellence. On va chercher du côté du vin. Moi, ça me paraît complètement normal et justifié, bien sûr. Mais alors, est-ce que ça veut dire que seuls les grands crus valent la peine d'être bu ? Ah non, alors là, pas du tout. C'est là toute l'ambiguïté. Et ceux qui me connaissent bien, ils savent très bien ce que je pense de ça. Parce qu'évidemment, les grands crus font rêver, mais ils sont rares, ils sont chers, ils sont pas accessibles à tout le monde. La majorité des vins du quotidien ou du semi-quotidien viennent d'autres appellations, parfois moins prestigieuses, mais tout aussi intéressantes à découvrir finalement. Et on pourrait dire que ce que cette expression nous rappelle, c'est un peu la force du prestige dans le vin. Mais le plaisir n'est pas réservé uniquement aux grands crus, surtout pas. Oui, évidemment. Et donc être dans les grands crus, c'est plus une image en fait qu'une règle du vin, quoi. Oui, c'est une façon d'associer le prestige d'un petit cercle d'élus à une réussite dans d'autres domaines. Mais le vin, lui, reste un univers beaucoup plus large, c'est riche, diversifié. Bon, eh bien, je pense qu'on a un peu fait le tour de cette fameuse expression être dans les grands crus, qui renvoie à une forme d'excellence, de prestige, de par les terroirs et aussi des domaines d'exception que représentent les grands crus. Oui, c'est fascinant, tu te rends compte, 2 petits mots et tout un imaginaire autour de ça, du rêve, du luxe, mais aussi et surtout un patrimoine culturel. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Marie-Do pour ces explications et merci à vous, nos abonnés, d'avoir écouté ce nouvel épisode qui, on l'espère, vous aura plu. Et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour se plonger dans un tout autre univers. Halloween approche et c'est le moment de vous faire frissonner un peu en parlant des histoires sombres du vin, le phylloxéra, le botrytis et bien d'autres. Et d'ici là, je vous laisse patienter en allant jeter un petit coup d'œil à nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Pinterest, ou encore sur notre site www.vin.com pour retrouver nos pépites de vignerons confidentiels.